Salut à tous. Et oui, j'ai battu PioSolver sur un nombre de mains conséquent. On va regarder en détail les chiffres et je donnerai les explications ensuite. Ici, voilà, single raise spot IP, je suis à 97K, il est à 49K. Donc je l'ai bien crush sur les single raise spot IP, sur les OOP dans les single raise spot sur 2500 mains, c'est le contraire. Évidemment, il est up. Euh, on voit la différence à chaque fois. Sur les 3 bêtes, lorsque je suis le 3 better, sur 921 mains, on voit 106K à 60. Voilà. Et lorsque j'ai call ces 3 bêtes, voilà, sur 3331 mains, il n'a pas un avantage significatif puisqu'il est à 24, à 249K, je suis à 220K. Ce qui fait qu'on est vraiment proche. Et enfin, sur les pots 4 bêtes, où c'était exactement le même arbre pour les deux joueurs, il est légèrement devant. Donc comment c'est possible? Donc forcément il y a déjà un peu de run pour battre PioSolver dans la distribution des cartes, même si le sample est conséquent, hein, comme on a vu, des spots de 2000, 3000 mains, c'est pas du long terme évidemment, mais c'est quand même conséquent. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissé un peu plus de choix que lui et peut-être des choix de mise également un peu plus intéressants puisque j'ai vraiment pris de son côté les sizings les plus utilisés par les joueurs qui ne sont pas forcément les sizings les plus intéressants. Par exemple, voilà, sur les flops, j'ai 3 sizings de check raise alors que pour lui j'en ai laissé qu'un seul. Et ce qui fait peut-être que sur le long terme, je vais grappiller quelques bébés par-ci par-là et qu'au final ça va faire une différence. Donc voilà, du run possiblement et puis donc quelques choix de sizing peut-être plus intéressants. Ce qui se passe forcément aussi pour battre PioSolver, c'est qu'il faut faire un pourcentage d'erreur à la base très faible. Et donc avec un petit peu de run good, on peut passer devant. Ce que j'ai fait, voilà, je dois être à peu près à 5% d'erreur sur tous les spots GTO en 3 sizing plus par street. Et je vous montre à l'écran un échauffement que je fais actuellement avant de lancer les tables. C'est jouer toutes les positions. Donc en haut, on a les single raise spot OOP, en haut à gauche. À droite, les single raise spot IP. Ensuite, les pots 4 bêtes. Donc là, ça alterne. OP, IP à chaque fois, une fois sur deux. En bas à droite, là, voilà, avec le 7 et 3, là, ce sont les 3 bêtes. Lorsque je suis le 3 better. Et ensuite, on a en bas à gauche lorsqu'on call le 3 bet. Et donc voilà, ce sont des petites sessions qui permettent de vraiment voir des éléments du jeu, et en échauffement, c'est particulièrement intéressant. Pour un échauffement rapide, ça c'est un échauffement que je catégorise comme orange-rouge parce enfin, on verra un peu plus tard la définition des couleurs. Mais il crame un petit peu s'il demande quand même pas mal de ressources au niveau de la concentration. Donc 15 minutes de cet échauffement avant de lancer les tables est vraiment intéressant. Allez, petit récapitulatif sur l'importance de s'échauffer. Alors, bien évidemment, je ne suis pas coach mental et un coach mental de très haut niveau va rejoindre la plateforme Solbet et je suis très heureux de sa venue puisqu'on pourra vraiment essayer d'atteindre le très haut niveau sur le plan mental. Mais ici, je vais simplement vous partager mon expérience personnelle et bien sûr, il y aura des choses à prendre puisque pas mal de ces éléments sont, je pense, universels. Alors, le premier point, mettre son cerveau en mode poker, j'ai remarqué, puisque par le passé, je ne m'échauffais pas, j'avais souvent des débuts de session poussifs, et je pense qu'on peut filtrer avec les trackers, Hold'em Manager, Hand to Note ou Poker Tracker, on peut vraiment
regarder en fonction des heures jouées s'il n'y a pas une incidence du win rate. Peut-être que les premières demi-heures sur le long terme n'a pas le même win rate que les heures suivantes parce qu'il y a un problème d'échauffement. Donc si vous sentez que les débuts de session sont poussifs et que vous remontez ou pas par la suite, mais vraiment ce sont les débuts de session, il est possible que ce soit un problème d'échauffement. Donc se mettre en mode poker, soit avec les trainers, soit avec les solvers, soit en regardant des vidéos de poker de qualité, pour déjà se mettre en mode poker et réfléchir poker avant d'aller sur les tables, puisque je suis persuadé que le cerveau a besoin d'échauffement. Ensuite, régler l'intensité du travail. Donc ici, je vais parler du travail hors table en général. J'aime bien un modèle 3-6-1, c'est pas mal aussi employé dans le sport de haut niveau. C'est 3 sessions de travail en vert, c'est-à-dire des situations où on ne force pas, où on maîtrise le sujet. Ensuite, 6 séances en orange, où l'intensité est au-dessus de nos moyens normaux, on va dire. On va essayer de chercher à pousser un petit peu l'intensité. Et une séance en rouge, on va vraiment essayer de se cramer, où à la fin, on n'en pourra plus, on va dire, et où c'est des sessions de travail où ça fait mal à la tête, on va dire. Alors, comment on règle l'intensité? C'est soit sur le nombre de tables, soit la vitesse de décision, soit la difficulté des spots et évidemment aussi la durée. Donc, voilà comment on règle. Moi, je m'échauffe en général entre 15 et 30 minutes. Voilà, je règle l'intensité soit vert, soit orange, et après je fais mes sessions et puis je lance les tables. Et puis voilà, sur le travail hors table, quand on a vraiment besoin de progresser, je pense que ce modèle 3-6-1 est vraiment intéressant. Donc à chaque fois, évidemment, il faut repousser ses limites lorsqu'on est dans les zones orange et rouge. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que plus on va progresser, plus on va pouvoir affiner les spots, plus on va pouvoir gagner du temps et de la marge de réflexion, puisqu'au début, on va dire sur les spots d'intensité orange, ils vont devenir verts parce que par la suite on va les maîtriser et on aura besoin de plus en plus de difficultés au niveau du travail. Et en fait, pareil au niveau des ressources, les premiers temps on va se mettre sur les solvers, sur les trainers, ça va donner mal à la tête, on aura envie de peut-être tout abandonner pour certains, etc. Mais plus on va passer ces steps-là, et plus ce sera simple, et moins ça demandera de ressources mentales, puisqu'on aura automatisé. Donc structurer la prise de décision et créer des automatismes, ça va un peu ensemble. Dans le sens où, à force de réfléchir très rapidement au spot, on aura vraiment défini des automatismes et on pourra focus sa pensée sur d'autres choses. Pareil, des prises de décision très structurées feront qu'on aura beaucoup moins de spots où on va se sentir en difficulté, puisqu'on aura à chaque fois anticipé les turns, les rivers, à force de voir les situations, les revoir. Et donc le jeu sera beaucoup plus structuré, il y aura beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de place pour le doute dans ces situations-là. Donc l'entraînement permet de structurer la prise de décision et créer des automatismes. Et donc également, évidemment, l'échauffement et créer une routine de travail par rapport à l'échauffement est quelque chose
d'important. Je pense qu'il faut faire quelque chose de manière assez régulière. Voilà, par exemple, comme je disais, je lance mes sessions d'échauffement avant de jouer aux tables et je vais jamais m'y soustraire. Il faut que je fasse cet échauffement et après je peux jouer. Et quand on regarde le sport à haut niveau, c'est la même chose. Il y a un échauffement, il y a une mise en place et tout ça permet aussi d'accroître sa confiance, parce que si on voit qu'on est bon à l'échauffement, forcément sur les tables on sera bon. Et donc enchaîner avec une routine de travail qui soit un peu toujours la même avant de jouer. Donc voilà, ça peut être 15 minutes, ça peut être ci ou ça, mais toujours plus ou moins la même pour s'échauffer. Ensuite, par rapport à PioSolver 2 et l'entraînement à proprement parler, je pense qu'il faut s'entraîner en GTO pur, c'est-à-dire comme si on affrontait le meilleur joueur du monde, un joueur inhumain qui aurait les fréquences parfaites pré-flop et post-flop, et donc avec les ranges pré-flop parfaites. Par contre, il faut avoir conscience qu'on joue contre des joueurs qui sont pas parfaits, et il est également important d'avoir une très bonne connaissance du field et s'entraîner en GTO versus le field est également très intéressant, puisqu'on va jouer contre le joueur moyen. Et donc voilà, forcément, plus on va monter de limites et plus on va se rapprocher de la GTO pure. Et voilà, par exemple, si dans un spot, la GTO est de 3 bêtes 12% pré-flop, et on s'aperçoit que le field 3 bêtes seulement 6%, voilà, je dis des exemples comme ça. Pour illustrer, il faut s'entraîner contre les 12%, éventuellement qu'on va jouer contre des joueurs très bons, et il faut et aussi s'entraîner versus des 6% pour avoir les réponses parfaites vers le field. Et je rajouterai également que s'entraîner contre des profils, par exemple très larges, ou des profils très nitty, sont également très recommandés pour avoir à chaque fois à disposition un schéma mental où on va s'imaginer l'arbre en fonction des caractéristiques de vilain. Donc à ce titre, que ce soit en GTO pur ou en GTO vs le field, je vous encourage vivement à utiliser les sizing des vilains, les sizing des vilains les plus employés sur le field concerné. Donc voilà, avec des sizing où il y a un petit peu d'espace entre chaque sizing. C'est plus intéressant, voilà, de voir ce qu'on fait contre un bet un tiers, de voir ce qu'on fait contre un bet 3 quarts par exemple, ou un bet pot ou un overbet 150%, et des récurrences qui arrivent moins. Par exemple, un adversaire qui va overbet 238%, peut-être que c'est moins intéressant de voir en termes de fréquence ces spots. Un autre point, je pense qu'il faut être curieux sur les solutions, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit un spot, il faut prendre toujours, pour progresser, toujours avoir à l'idée de prendre les combos avoisinants, par exemple, sur les solutions, être un peu curieux, changer les run-out, turn, river pour voir l'impact. Pareil pour les bloqueurs, voilà. Il faut de manière générale être curieux pour voir un petit peu d'autres éléments qui sont proches de simplement notre main, et avoir une conscience un petit peu plus
un peu plus global du jeu. Si on voulait faire une métaphore, on pourrait dire que le poker est comme un puzzle géant de connaissances, et il faut avoir un maximum de pièces de ce puzzle. Et donc, plus vous serez curieux, plus vous aurez de la chance d'avoir des pièces du puzzle, et évidemment reconnaître les solutions, reconnaître les situations qui vont avec les solutions dans le jeu. Et donc ça passe, voilà, comme je disais, avec beaucoup d'entraînement. Ça passe également par une bonne logique, et réfléchir toujours en termes de concept GTO par exemple, plutôt que de prendre le spot individuellement sans un maximum d'éléments. C'est toujours aussi lors des réflexions aux tables, il faut prendre en compte beaucoup d'éléments lorsqu'on joue une main, et je vois beaucoup de joueurs qui vont peut-être se focaliser de manière trop partielle sur certains éléments, alors qu'il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en considération. Donc forcément, voilà, la position, les ranges des deux joueurs, les fréquences, les pourcentages d'agressivité, voilà, c'est toujours... plus on aura d'éléments, plus on sera précis sur notre analyse, et donc voilà, et tous les éléments annexes, évidemment, les bloqueurs, les run-out qui peuvent être favorables ou non, etc. Et toujours avoir conscience des spots, et aussi de les anticiper. Donc déjà sur le flop, même si on analyse, même si par exemple on s'entraîne juste sur les flops, avoir des situations où on peut, voilà, je sais pas, par exemple, 3/4 de l'entraînement ce jour-là va se focus sur les flops, peut-être un quart sur la fin de l'entraînement, on va déjà regarder des turns pour faire le lien entre les flops et les turns, par exemple, ce qui peut être pas mal intéressant pour la progression. Ensuite, l'objectif, et ça je continue de le répéter, c'est un peu la même chose aux échecs, l'objectif est de toujours partir des plus grosses erreurs, affiner pour réduire son pourcentage d'erreurs au maximum. Donc là, actuellement, je fais, on va dire, aux alentours de 5% d'erreurs dans tous les spots GTO HU. Mais au début, quand j'ai commencé, j'étais à 50% d'erreurs. Ensuite, on descend à 40%, 35%, 30%, etc. pour arriver à un pourcentage d'erreurs faible. Mais ça passe par des steps, ça passe par un entraînement intensif, et il faut pas focaliser son attention sur les choses qu'on fait bien. Il faut toujours réfléchir en termes d'erreurs. Un joueur se mesure à son pourcentage d'erreurs. Ceux qui diront un joueur se mesure autrement, c'est faux. On fait tous des erreurs. Le but, c'est d'en faire le moins possible, avec tous les éléments, évidemment, à notre disposition. Mais il faut toujours avoir cette idée en tête, et puis c'est aussi beau de se dire qu'on ne sera jamais parfait, et qu'on cherche simplement à se perfectionner. Et aussi au niveau du mindset, ça change pas mal de choses, et on devient également peut-être un peu plus humble, et un peu plus... c'est plus intéressant aussi au niveau de la progression. Donc voilà les éléments qui me semblaient importants sur PioSolver 2. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, il faut la liker. Ça va aider grandement notre chaîne, et également... il est indispensable de vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.